Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct en ce mercredi 4 juin sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on reviendra sur les spectaculaires attaques menées par les Ukrainiens en Russie. Hier, le pont de Crimée, dimanche, l'opération dite toile d'araignée, des opérations menées par des drones. Nouvelle arme de guerre qui s'impose. Je serai dans un instant avec le colonel Pierre de Yang. Et puis on reviendra sur le procès de Joël Skwarnek qui s'est achevé mercredi dernier. 3 mois d'un procès hors norme, près de 300 victimes, 20 ans de réclusion pour l'ancien chirurgien. Quelles leçons tirées, quel enseignement? Je recevrai tout à l'heure l'avocate Laure Boutron-Marmion. Elle était dans le procès, l'avocate de l'association de protection de l'enfance face à l'inceste. Et puis on terminera cette émission en parlant d'une légende du cinéma français, Alain Delon, à travers un livre et une enquête nourrie de près de 80 témoignages. Une enquête, un livre qui revient sur les derniers jours de l'acteur. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Pierre de Yang. Bonjour. Vous êtes colonel, ancienne aide de camp de 2 présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac. Actuellement, vous êtes le vice-président de l'Institut Thémis. Hier, le pont de Crimée a été endommagé par une attaque ukrainienne à l'explosif. Que sait-on 24 heures, à peine 24 heures après? Alors on ne sait pas grand-chose. Simplement, la seule information qu'on ait réellement, c'est les Ukrainiens qui nous la diffusent. Et dans ce domaine-là, les Ukrainiens sont plutôt des surcommunicants. Donc on ne sait pas très bien exactement ce qui s'est passé. Ceci étant dit, il y a quand même quelques photos qui circulent. On voit bien l'effet. Et l'effet numéro 1, c'est quoi? C'est que ça a abîmé la pile d'un pont. On dit une pile de pont, en fait, le pilier du pont. Okay. Et ça l'a abîmé. Alors comment sont-ils arrivés là? En fait, on voit bien qu'ils sont arrivés par des bateaux. Vous savez que les Ukrainiens ont développé une marine fantôme, on peut dire ça comme ça, une marine constituée de drones navals, et ces drones sont capables de faire des kilomètres et des kilomètres bourrés d'explosifs. Et j'imagine que c'est ça, c'est pas plus que ça. À un moment donné, on a pu parler de nageurs de combat, etc. Mais les nageurs de combat ne font que quelques centaines de mètres, que quelques kilomètres. Là, on est comme à 400 kilomètres d'Odessa, donc les distances sont énormes. Donc ça veut dire qu'il a fallu s'infiltrer, etc. Donc encore une fois, c'est pas des nageurs de combat qui ont fait ça. Évidemment, ce sont des petits bateaux qui ont dû s'arrimer, télécommandés, qui avec des systèmes de ventouses, ils sont accrochés, puis voilà, et ça a sauté. Dès lors que vous mettez 1 tonne ou 2, un genre de bateau peut contenir 1 tonne ou 2, ou même 3 tonnes d'explosifs, bon, ça fait du dégât, quoi qu'il en soit. Alors c'est un pont bien spécial, hein, c'est le pont dit de Vladimir Poutine, c'est 19 kilomètres, c'est aussi un symbole de l'annexion, hein. Ça touche à la fois la politique, mais aussi, le réseau ferroviaire, hein, c'est une voie ferroviaire, et les voies ferroviaires, elles sont très importantes pour les Russes, bien évidemment. On voit bien que le gain, c'est un gain tactique, enfin, il y a un gain politique, parce que psychologiquement, c'est quand même un choc, hein. J'imagine que Poutine n'est pas ravi d'avoir cette voie de communication extrêmement importante détruite, et puis c'est un acte fort, puisqu'encore une fois, les Ukrainiens communiquent là-dessus, donc c'est un acte très important. Deuxième point, c'est que tactiquement parlant, c'est assez grave. Pourquoi? Parce que le pont de Kerch, en fait, vous avez une voie ferrée et une route, et c'est absolument déterminant pour pouvoir approvisionner, alimenter la Crimée. Alors bien évidemment, il y a par la route, on peut passer par la route, par Mariupol, etc. Les distances sont beaucoup plus longues. Donc évidemment, aujourd'hui, la Crimée a absolument besoin de ce pont. Au-delà du symbole, a besoin de ce pont pour être ravitaillé, pour fonctionner normalement. C'est tout le problème. C'est un problème aussi de surveillance. Enfin, il y a des trous dans la raquette, là, visiblement, de la part des Russes. Non, la zone doit être a priori très surveillée, j'imagine. Non, très très surveillée. Le problème, c'est qu'on voit bien que les Ukrainiens s'adaptent formidablement, à la situation. On voit qu'ils l'ont fait dans différentes situations, mais le développement de forces spéciales, c'est vraiment un des axes majeurs de l'armée ukrainienne. Vous savez qu'ils sont passés quasiment à 30 000 hommes en quelques mois, donc c'est une force qui est extrêmement active, dynamique, offensive quelque part. Et donc aujourd'hui, ils s'en servent, donc ils travaillent les objectifs. Vous savez, un objectif comme celui-là, c'est ce que j'allais dire. Ça fait des mois qu'ils travaillent là-dessus. C'est des mois et des mois de préparation. Il y a des reconnaissances, etc. Il y a une forme d'espionnage probablement, il y a des reconnaissances. Donc en fait, ça se monte pas comme ça en 30 secondes. Donc au-delà de tout ça, si vous voulez, on peut mettre autant de batteries, je dirais, anti-missiles, anti
aérienne sur le pont ou ailleurs, on n'arrive jamais, en fait, sur une telle distance au milieu de l'eau. C'est comme un bateau, au milieu de l'eau, on voit que ça, c'est comme un peu la mouche dans le bol de lait. Oui. Donc on voit que le pont. Donc en fait, c'est quasiment, on peut pas empêcher un ennemi, enfin un adversaire de détruire le pont, en tout cas de l'abîmer. Alors Kiev très offensif ces derniers jours. Donc cette explosion, cette action menée hier, et puis dimanche, cette opération dite toile d'araignée. C'est les Ukrainiens qui ont revendiqué avoir touché une quarantaine d'avions Tupolev en Russie. Un raid commis à des milliers de kilomètres de Kiev également. Alors on est dans la même veine, dans la même gamme d'actions en fait. Les actions offensives avec des forces spéciales, comment dire, loin des bases. La base qui était touchée, le plus loin est à 4500 km, la plus près à 2000 km. Donc ça implique une espèce de préparation extrêmement lente, mettre en place les véhicules, mettre en place les gens qui vont agir, évidemment, les forces spéciales qui vont agir. Donc c'est un environnement extrêmement compliqué, et au-delà de la technique ou de la technologie liée aux drones qui est assez rudimentaire, ces drones FPV, des petits drones qui portent chacun 2 ou 3 kilos d'explosifs, il suffit d'en avoir une vingtaine ou une trentaine, ça fait des dégâts sur les avions. Donc bien évidemment, au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect, je dirais, logistique. C'est comment ont-ils fait pour implanter ce genre de véhicules, ce genre de personnes à côté de bases qui théoriquement devraient être gardées, je dirais, au maximum, et ils arrivent à mener les opérations offensives. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'audace, beaucoup d'ingéniosité au-delà de la technologie. Oui. Et ça, c'est la marque de fabrique des Ukrainiens qui, encore une fois, d'agilité, entre guillemets, intellectuelle, absolument, créative, c'est ça ? Oui, absolument. Et puis, encore une fois, les Ukrainiens, les forces spéciales ukrainiennes sont dirigées par un personnage qui s'appelle Maliuk, qui est très, très jeune, un général, qui a 42 ans, et qui, depuis 3 ans, depuis 2014, en fait, depuis 2022, a donné une impulsion extrêmement importante aux forces spéciales. Donc, on les voit agir, évidemment, dans l'aile maritime. C'est lui qui a créé l'opération Sea Baby, comme on dit, l'opération de destruction de la marine russe, qui a quasiment disparu de la mer Noire. Et puis, c'est lui qui mène ces opérations, qui planifie ces opérations aériennes ou de drones en longue distance. Mais rappelons-nous également en Afrique, depuis quelques années en Afrique, depuis 2 ans en Afrique, les forces spéciales ukrainiennes sont extrêmement présentes et cherchent aujourd'hui à attaquer, ou en tout cas à empêcher le développement de Wagner. En août 2024, à Tinzaouaten, au nord du Mali, il y a une opération extrêmement destructrice pour Wagner, puisqu'ils ont en gros une centaine de morts, et on sait que les forces spéciales ukrainiennes n'étaient pas loin. Je n'ai pas dit qu'elles étaient déterminantes, mais elles n'étaient pas loin, en termes de renseignement, de coordination, peut-être même de moyens. Ce qui s'est passé là avec les attaques de dimanche, ils ont pu, ce raid commis à des milliers de kilomètres de Kiev, on parle de camions, c'est ça, qui étaient sur le territoire russe, immatriculés russes, et qui avaient, c'est ça, sous leur toit, cachés ces fameux drones qui ont mené les attaques. C'est ça le plan qui a été mené ? Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans cette opération, c'est qu'en fait, des camions deviennent comme des porte-avions. C'est qu'en fait, le camion est porteur c'est un camion mer, c'est un on va avoir quelques images 3D. C'est comme un réservoir dans lequel ils ont mis des casiers, dans lequel vous avez les drones. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a aucun humain à côté de ça. Il n'y a que le chauffeur qui probablement ne savait même pas que le camion, ce qu'il y avait dans son camion. Il ne savait pas. Simplement, il y a un système auto-commandé à quelques distances, pas très loin, j'imagine, parce que c'est commandé par des ondes radioélectriques. Donc, vous avez un système qui décapote le camion, soit qui ouvre une bâche, il se passe quelque chose. Et puis vous avez les drones qui volent. Vous savez, les drones, les Ukrainiens maîtrisent très très bien la guerre des drones. On sait qu'ils ont des drones avec la fibre optique, par exemple. Donc ça empêche le brouillage. Ils ont des drones, par exemple, qui vont s'arrêter quelque part et qui observent avec une caméra. Dès qu'il y a un objectif, ils vont redécoller. Ils appellent leurs camarades drones et ils vont attaquer des colonnes de véhicules. Donc la technique des drones est en pleine évolution. Et là, encore une fois, à 4000 km, il a fallu mettre en place ces drones au plus près, c'est-à-dire en fait à quelques kilomètres en fait des bases, et pouvoir attaquer les bases. Après, comme c'est filmé, c'est pour ça que c'est très impressionnant, comme c'est le filmé, on voit les drones en fait rentrer directement dans la cabine de pilotage des avions. Encore une fois, ils ont dit 40, c'est pas tout à fait 40, les chiffres aujourd'hui sortent. 40 les Tupolev. Alors en fait, il n'y a pas 40, il y a 12 Tupolev 22, il y aurait 8 et des bombardiers. 95, c'est que des bombardiers. Le problème, pourquoi ne sont-ils pas dans des hangars? Le Tupolev 95, il fait 50 mètres d'envergure. Il faudrait des hangars énormes. Alors au-delà
des vérifications, des accords START, etc., où les Américains devaient pouvoir contrôler, et les Russes pouvoir contrôler avec des satellites les avions B-52 américains. Donc il y avait une manière de laisser les véhicules, laisser les avions là pour qu'ils soient observés. Mais enfin, à 4000 km, j'imagine que les Russes n'imaginaient pas une seule seconde que les Ukrainiens allaient pouvoir intervenir ou agir sur eux. Donc une opération de communication, une opération militaire. Quels sont les gains là, militaires de destruction pour les Ukrainiens vis-à-vis des Russes, vis-à-vis de ces avions? C'est important quand même ou pas tant que ça? Alors, je nuancerais. En fait, je pense que le gain psychologique est d'abord colossal. Ça, et sur qui? Sur l'opinion publique, sur les militaires? C'est bon pour le moral, puis les Russes, j'imagine. Ben oui, au Kremlin, j'imagine que ça doit être une réunion un peu solide. D'autant qu'on sait depuis hier que chez l'état-major de l'armée de l'air, s'est jeté par la fenêtre de son appartement il y a, la nuit dernière. Un accident? Probablement. Enfin, comme Prigojine, probablement. Donc, enfin, je veux dire que c'est quand même c'est un peu raide. Donc, psychologiquement. Le deuxième point, stratégiquement parlant, c'est très important. Pourquoi? Les Russes, nulle part en Russie, sont tranquilles maintenant. Et ça change complètement le système. C'est ça le signal qui est envoyé. Ben oui, jusqu'à présent, il y avait une espèce de de ligne Maginot, de mur de Berlin, qui en fait interdisait aux Ukrainiens de traverser la frontière. Alors, ils le faisaient un petit peu, mais c'est des petits coups d'épingle. À 4000 km, vous êtes en Russie. La Russie profonde, c'est quasiment au niveau de la Chine, vous vous rendez compte? Ça, c'est le deuxième point. Donc, stratégiquement parlant, donc psychologiquement, stratégiquement, 3, militairement, faut nuancer le propos. Encore une fois, alors c'est vrai que c'est des avions qui portaient principalement des bombes planantes, qui allaient bombarder les villes, mais dans le domaine nucléaire, il y a d'autres vecteurs aujourd'hui, marines et bien sûr et terrestres, qui permettent encore une fois aux Russes de compenser la perte de en gros 10% de leur flotte aérienne pour la flotte stratégique. Donc c'est pas si grave que ça. Maintenant, le quatrième argument, c'est politiquement. Et là, politiquement, on n'en sait rien. Pourquoi? Ce qui est très intéressant, c'est que cette attaque, encore une fois, cette espèce d'opération qui s'appelle Spiderweb, en fait la toile d'araignée, elle s'est effectuée la veille de la reprise des négociations à Istanbul. C'est quand même très étrange. Donc, que veulent les Ukrainiens? Donc, on peut s'interroger sur la motivation. Donc, quoi qu'il y ait un cadre politique, on n'a pas encore... discours, c'est ça, des Ukrainiens? Je ne peux pas vous dire. C'est trop tôt. Vous savez, c'est toujours difficile de juger une situation évolutive sur le terrain comme ça, un petit peu à chaud. Il faut laisser quelques jours passer, quelques semaines passer pour comprendre mieux les motivations. Mais c'est pas le hasard. Le pont de Kerch qui est attaqué. Les avions Tupolev, des bombardiers stratégiques russes attaqués à une distance incroyable. Tout ça, c'est pas le hasard. Les forces spéciales, vous savez, Clausewitz disait, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, bien évidemment. Et on voit bien que aujourd'hui, les Ukrainiens font de la politique. Donc, ils réhabilitent l'acte combattant, l'acte guerrier, dans une perspective politique. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'ils sont beaucoup plus malins que les Russes, qui aujourd'hui, on voit bien, sont immobiles, sont stables. Il n'y a même pas eu de réponse officielle. J'imagine qu'ils n'ont pas la réponse. C'est comme l'affaire de Koursk. Quand les Ukrainiens sont rentrés à Koursk l'été dernier, en 2024, ils n'avaient pas la réponse. Ils étaient complètement tétanisés. Et comme il y a une langue de bois incroyable au Kremlin, pour faire court, j'imagine que Gerasimov doit inventer des bonnes choses, des idées, etc. Donc encore une fois, vous avez un monde mobile et un monde totalement immobile. Et encore une fois, on sait que dans la guerre, c'est pas le fort qui mange le faible, mais on sait toujours que c'est le faible qui mange le lent. C'est le rapide qui mange le lent. Le rapide qui mange le lent. Effectivement, pour l'instant, pas de réaction de Moscou. Néanmoins, durant ces 3 ans de guerre, on a vu parfois les Russes dépasser et finalement apprendre de leurs erreurs et rectifier le tir, si je puis employer cette expression, non? Alors, l'armée russe n'est pas du tout celle de 2022, qui était catastrophique quand ils sont rentrés en Ukraine sur 3 axes entassés sur les itinéraires. L'armée russe a appris. Le problème, c'est une armée qui est en guerre, c'est une armée qui est lourde, c'est une armée qui, dans le style de commandement, dans la manœuvre, si vous voulez, ils sont médiocres. Quand je vois les opérations terrestres, évidemment, ils dominent, mais au prix... Ils dominent parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de matériel, c'est ça? Alors, on voit bien qu'ils ont des opérations à 2 niveaux. Les opérations terrestres qui sont extrêmement dures, extrêmement coûteuses en hommes et qui sont destructrices. On parle de 1000, 2000 morts par jour, parfois moins, bien évidemment. Mais encore une fois, il y a un nombre de morts incroyable par rapport aux gains tactiques, aux gains terrestres.
territoriaux. C'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est l'espèce de guerre anticité, espèce d'attrition, si vous voulez, de destruction, des villes ukrainiennes, qui fait que c'est juste scandaleux. On peut pas accepter, si vous voulez, ce bombardement systématique de villes comme Kharkiv, même comme Kiev, etc. D'autant que les Ukrainiens ont un autre problème, c'est que les Américains, Trump aujourd'hui, il est plutôt en deçà, il est plutôt en recul par rapport à une aide telle que Biden l'avait imaginée l'année dernière. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens ont un problème, c'est qu'ils ont le problème de l'aide américaine. Et on sait que l'aide américaine, aujourd'hui, elle était encore massive, mais pour garder les villes, protéger les villes face à ces bordées de missiles et de drones, il faut une artillerie solaire pour détruire tout ça. Et donc le problème, si les Américains ne pourvoient pas, en approvisionnement en missiles avec le Patriot principalement, c'est un grave problème et un super problème pour les Ukrainiens qui ne pourront pas tenir. Parce qu'en final, ces opérations en deux temps, un, dans la profondeur, sur les villes, pour paniquer le système, etc., pour détruire le moral des Ukrainiens, et deux, les opérations continuent sur le terrain, sur un front qui fait 1000 km, les Ukrainiens ne vont pas tenir pendant 20 ans. Parce que, donc là, ça va être le temps qui va faire loi, en fait, c'est ça, entre les Russes et les Ukrainiens. C'est l'usure, c'est le moral et l'usure. Encore une fois, tant que les Américains étaient derrière, ils pouvaient tenir. Aujourd'hui, on voit bien que Trump n'est pas du tout partant. Il est très clair. Donc, l'aide américaine est quasiment arrêtée. Vous savez qu'aujourd'hui, le renseignement américain, qui était déterminant dans la réussite des forces ukrainiennes, ce renseignement n'est quasiment plus donné aux Ukrainiens. Ça veut dire que là, on ne peut pas soupçonner les Américains d'avoir aider les Ukrainiens Alors, juste ma phrase. Donc, les Européens ont compensé le renseignement. Et bonne question, là, sur l'affaire de Kerch ou sur l'affaire des... On peut imaginer que certains pays, de l'OTAN, donc pas américains, certains pays de l'OTAN comme les Britanniques, par exemple, sont plutôt moteurs dans ce genre d'opération. Rappelons-nous la destruction du pipeline en mer Baltique en 2022, en septembre 2022. Donc, il n'est pas impensable. Voilà, encore une fois, donner un éclairage 2 jours après une opération, c'est un peu difficile, mais il n'est pas impensable qu'ils aient été coordonnés, aidés, appuyés par l'OTAN, en tout cas un des pays de l'OTAN, et moi je vois clairement les Britanniques dans ce genre d'opération. On a évoqué les négociations justement qui étaient à Istanbul, qui ont duré peu de temps, je crois 1 heure. Il y a à nouveau un rendez-vous fin juin, je crois, et qu'est-ce que ça a donné ces négociations? Pas grand-chose à part... C'est les deux animaux fous qui s'observent dans le ring, puis après qui ressortent. Donc il n'y a rien du tout. Mais en même temps, ça a le mérite d'exister. Les Turcs font un énorme effort, ça a le mérite d'exister. Et on voit bien que cette fin de guerre, elle ne se fera pas sur le terrain. Elle se fera diplomatiquement, on le sait depuis le début. Donc il faut créer les conditions diplomatiques d'une discussion. Parce que c'est vrai que ça a duré 1 heure, mais n'empêche qu'il y a un échange de prisonniers, plus de 1000 prisonniers, de part et d'autre. Donc en fait, on voit qu'il y a un effort, ou en tout cas des dépouilles mortelles. Donc on voit qu'il y a un effort qui est fait, qui vise encore une fois à pas couper, parce que le drame serait été que les Russes, le lendemain de l'attaque de leurs Tupolev, de leurs avions bombardiers en Russie, arrêtent les négociations, disent voilà, à partir de maintenant c'est terminé, on va vous détruire. En fait, ils le font pas. On voit d'ailleurs que les réactions, elles sont assez faibles. À part Medvedev, qui a eu comme d'habitude une espèce d'excitation un petit peu forte sur le sujet, avec des mots parfaitement exagérés, on voit que le Kremlin n'a pas réellement répondu. Mais ça, c'est un peu habituel, mais le Kremlin met toujours beaucoup de temps à répondre. Oui, mais en même temps, sur une opération qui est psychologiquement aussi puissante, il faut au moins faire quelque chose. On peut pas dire il s'est rien passé. Et c'est vrai que les Russes, c'est un peu le matador, un peu fatigué, c'est un peu sur le retour. Moi, je me rappelle très bien, les Turcs avaient détruit, je ne sais plus en quelle année, avaient détruit un avion russe en Syrie. On pensait que les Russes allaient réagir, et en fait, il s'est rien passé. Les Russes ont dit bah oui, on s'est trompé, quoi. Donc en fait, il s'était rien passé. Donc en fait, les Russes, en fait, sont très mauvais ou très mal à l'aise quelque part dans ce que nous on appelle dans l'armée les ordres de conduite. Quand vous avez une opération qui commence, qu'il se passe quelque chose, on fait la conduite, on va manœuvrer. En fait, les Russes ne manœuvrent pas. Dans les ordres de conduite, ils sont mauvais, ils sont lents. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont immobiles, ils sont rectilignes, ils sont horizontaux. Alors que les Ukrainiens, c'est exactement l'inverse, c'est leur point fort. Ils ont d'énormes problèmes sur le terrain, ils sont totalement dominés par les Russes. Mais avec les forces qu'ils ont, les moyens qu'ils ont, aujourd'hui, ils arrivent à porter le fer chez l'ennemi, chez l'adversaire. Et en cela, si vous voulez, ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils osent. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'oser et quand même le fait d'avoir de l'allant
dans la bataille, c'est fondamental, c'est le cœur de la réussite. Et aujourd'hui, très concrètement, les Ukrainiens, malgré leurs difficultés économiques, psychologiques, sociales, évidemment militaires, on voit qu'ils arrivent encore une fois à tenir le choc par rapport aux mastodontes russes. Merci Pierre de Yang, merci d'avoir été avec nous. Je signale votre dernier ouvrage, Poutine, Lord of War, c'est aux éditions Mareuil et c'est toujours disponible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On change de sujet, on va parler du procès Skwarnek qui s'est refermé mercredi dernier, un procès hors norme, près de 300 victimes mineures lors des faits qui se sont déroulés sur 25 ans. Marianne est l'une des victimes de l'ancien chirurgien. Nos journalistes Domitille Léman et Chloé Mathieu l'ont rencontré. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage bouleversant. J'ai été appelée par ma mère qui m'a prévenu en fait que la police et la gendarmerie nous avaient contactés donc du coup en juillet 2019. Elle m'a informé que j'étais notamment dans une affaire, donc j'étais impliquée dans une affaire avec un pédocriminel. En fait, elle m'a expliqué, elle m'a raconté l'histoire de la petite fille de Jonzac qui s'était fait violer par son voisin, un ancien chirurgien. Donc du coup, elle m'a dit que j'avais été opérée par ce chirurgien. À ce moment-là, j'étais en état de choc, je suis tombée des nues. Je suis rentrée chez moi, elle m'avait pas donné l'état, je me disais peut-être que c'est pas si grave que ça, peut-être c'est juste une caresse ou une agression que j'ai subie par ce pédocriminel. Je suis rentrée après en urgence à Vannes pour lire les écrits qui avaient été faits sur moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que en fait le Skwarnek m'avait agressé sexuellement une première fois alors qu'il était en train de me faire une auscultation. Moi j'étais à ce moment-là en panique parce que j'avais une appendicite qui a eu des complications et ça se transformait en péritonite. J'ai été emmenée en fait en urgence dans le bloc opératoire. Et d'après ce qui a été écrit par le Skwarnek, il m'aurait violée une première fois alors que je n'étais pas encore dans le bloc. J'ai été réveillée puisque j'ai lutté d'après ce qui a été écrit. J'ai fait une amnésie traumatique totale de cette partie-là. Et ensuite, il en a profité alors que j'étais en train de me faire opérer pour me violer une deuxième fois. Bonjour Laure Boutron-Marmion. Bonjour. Vous êtes avocate et lors du procès de Joël Le Skwarnek, vous avez été l'avocate de l'association de protection de l'enfance face à l'inceste. Quel est le rôle d'un avocat d'une association de protection dans ce genre de procès ? Alors, de manière générale, dans un procès pénal, une association de protection de l'enfance, son rôle il va être pluriel. D'abord, bien évidemment, on arrive et on vient en soutien des avocats de partie civile victimes. Et puis ensuite, l'idée va être de porter un regard aussi transverse à la juridiction qui doit avoir connaissance d'un dossier. Là, en l'occurrence, dans un dossier comme celui de Le Skwarnek, l'association face à l'inceste est dans cette affaire depuis ses origines, depuis 2017, parce qu'il ne faut pas oublier que Joël Le Skwarnek est avant tout et d'abord un oncle incestueux. Et il a sévi dans sa famille avant de sévir à l'hôpital. Avant d'élargir malheureusement le champ des victimes. L'inceste, donc au cœur, pour vous, l'inceste était au cœur de ce procès. Vous diriez que c'était finalement la matrice de Joël Skwarnek, là où il a pu expérimenter sa prédation, c'est ça, auprès des enfants ? Les 10 premiers jours de ce procès, en tout cas le volet 2, si je puis m'exprimer ainsi, ont été très très criants de vérité sur l'inceste qui a rongé cette famille, quelle qu'en soit la génération, et qui explique également aujourd'hui la nature pédocriminelle de Joël Le Skwarnek. Donc il est bien évident que nous, l'association face à l'inceste, on ne pouvait pas ne pas être présent à ce procès, et c'est d'ailleurs comme ça aussi que j'ai plaidé devant la cour criminelle, c'était de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas oublier justement un des premiers enseignements de cette affaire, qui est que si on prévenait davantage le fléau de l'inceste, si on arrivait à faire sauter ce verrou de l'omerta familiale, on n'en arriverait certainement pas à des catastrophes comme celle-là, puisque je le rappelle, 299 victimes étaient concernées par ce deuxième procès. Pour revenir sur le climat incestueux de cette famille, il a violé toutes ses nièces et ça, il s'en est pris également à sa petite fille. C'est là, effectivement, toutes ces nièces ont été agressées par Joël Le Skwarnek pendant des années, en tout cas
à plusieurs reprises. Et ce qui est frappant également, c'est qu'il faut dire que ces enfants-là ont parlé à cette époque, mais les adultes qui ont entendu cette parole, soit n'ont pas été en capacité de la détecter parce que eux-mêmes avaient été dans l'enfance incestés. Et puis la deuxième chose, c'est que les membres de la famille qui ont pu également entendre cette parole se sont dit on va régler les choses, mais en famille. Et ne sont pas allés plus loin que des explications et une confrontation avec Joël Le Squarnec. Et si vous voulez, il est bien évident que quand on voit qu'ensuite on a 30 ans de prédation qui suivent, c'est-à-dire donc 10 ans dans le cercle familial et puis 30 ans de façon générale, eh bien ça pose question et ça met en tout cas en lumière le fait qu'il est évidemment impératif de enfin pouvoir lever ce tabou de l'inceste. Mais comment on lève le tabou de l'inceste par définition, c'est le sacrilège suprême. Par principe, c'est d'abord la prévention, c'est avoir des enfants qui sont beaucoup plus au courant et conscients de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas en famille. Donc c'est d'abord une grande prévention et c'est que toutes nos institutions s'emparent de ce sujet-là, en tout cas en se disant que dans la pédocriminalité, et si on veut lutter contre la pédocriminalité, l'inceste en fait partie intégrante et effectivement en est la pièce fondatrice. Qu'est-ce qu'on a appris lors de ce procès? Quels sont les enseignements à tirer de ce procès? Alors, le premier des enseignements, à mon sens, c'est que Joël Le Squarnec était quelqu'un d'inséré socialement, à fort diplôme, un chirurgien reconnu pour son métier et un oncle reconnu dans sa famille. Il était l'oncle qui avait réussi, il était celui qui aidait tout le monde. Et donc, ça, c'est le premier des enseignements parce qu'il faut arrêter avec cette image qui consisterait à dire que le pédocriminel est cet homme, puisque c'est majoritairement des hommes, cet homme bizarre qui traîne près des cours d'école et qui n'a pas de travail fixe. En fait, pas forcément. Exactement. Donc ça, à mon sens, c'est le premier des enseignements. Le deuxième, c'est de se dire que les institutions médicales et judiciaires ont failli et qu'il est temps de se poser quelques questions. Et à mon sens, certaines choses assez simple pourrait être mise en place. Par exemple, un des enseignements de ce procès est que lorsqu'on titularise un chirurgien à l'hôpital, son casier judiciaire ne va jamais être remis à jour, sauf à ce qu'il y ait un problème dans l'hôpital, mais sinon vous pouvez passer 10 ans sans que les chirurgiens qui sont en exercice dans l'hôpital, on puisse vérifier leur casier judiciaire. Mais ça, à mon sens, c'est un des premiers enseignements. Se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à avoir une mise à jour régulière et annuelle du casier judiciaire des chirurgiens, ce qui pourrait montrer une inscription au casier à caractère pédocriminel, par exemple la détention et l'usage d'images pédopornographiques. Ce qui a été il a été condamné pour ça au départ, je crois que c'était en 2005, Joël Le Squarnec. Et je dirais que c'est peut-être le deuxième enseignement de ce procès, c'est que, à mon sens, la société aujourd'hui a avancé sur ce qu'est la détention et l'usage d'images pédopornographiques. Aujourd'hui, plus facilement, à mon sens, les Français peuvent se dire que quand on a été condamné pour détention et usage d'images pédopornographiques, il y a là un vrai signal faible à exploiter d'un possible et très probable passage à l'acte, puisque, comme je dis toujours, toutes les personnes qui collectionnent les images pédopornographiques ne vont pas nécessairement passer à l'acte, mais toutes les personnes qui passent à l'acte ont dans leurs ordinateurs, leurs disques durs, des images pédopornographiques. Et des films. L'ordre des médecins avait été au courant de cette détention d'images pédopornographiques. Néanmoins, ils l'ont maintenu en poste. Est-ce que ce qu'on a appris de ce procès, est-ce que désormais, l'ordre des médecins dans les hôpitaux, comme vous l'évoquiez, ils auront plus à cœur et le souci justement de vérifier ça? C'est en tout cas ce qui a été plaidé par les avocats qui les représentaient. Une sorte de plus jamais ça. Donc, bien sûr, il faut en être vigilant et on regardera ce qu'il en sera. Par contre, je me permets de penser
et sans doute peut-être par optimisme, mais que si aujourd'hui il arrivait la même situation, c'est-à-dire une personne, puisque Joël Le Squarnec ne s'est pas caché de cette inscription de détention et usage d'images pédopornographiques à son casier, il me semble qu'aujourd'hui, un directeur d'hôpital ou un directeur de clinique, là, verrait le problème et se dirait non, je n'embaucherai pas cette personne-là, eu égard au risque sur ma patientèle mineure. D'où l'intérêt de la publicité des débats, justement, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que c'est ce qui a été dit par notamment Maître Grimaud, l'une des avocates de partie civile. Ce procès-là était un véritable laboratoire pour comprendre la pédocriminalité. Et donc, lorsqu'on s'intéresse au débat qui a pu avoir lieu, à mon sens, les Français pourront mieux comprendre ce qu'est un pédocriminel. Pourquoi aujourd'hui la pédocriminalité est si difficile à enrayer ? Parce que effectivement, elle est protéiforme, elle est plurielle, et donc un procès comme celui-là est évidemment une vraie chance, parce que ça permet à la société d'en tirer les enseignements. Les victimes ont été déçues à l'énoncé du verdict. Pour quelles raisons ? Il a été condamné donc à 20 ans avec une période de sûreté, c'est ça ? Des 2/3 ? Oui, une sûreté des 2/3. Joël Le Squarnec a été condamné à la peine maximale, et en tout cas au maximum de ce que le code pénal pouvait faire pour cette typologie d'infraction. La colère, elle réside ailleurs. Oui. C'est que l'avocat général, dans ses réquisitions, a évoqué la rétention de sûreté, qui est une mesure qui permet, à l'issue de la peine, de vérifier la dangerosité à date de cette personne qui a été condamnée. Et du risque de récidive. Et donc par un collège d'experts, si bien que si la dangerosité est toujours là, cette personne-là ne va pas être libérable, ne va pas sortir et sera dans un centre de soins dédié. Et c'est quelque chose qui va être renouvelé plusieurs fois. Cette rétention de sûreté, c'est simplement qu'elle a valeur de symbole dans un procès comme celui-là. Il faut savoir que nous avons un droit qui, aujourd'hui, contrairement à certains droits des common law, ne réfléchit pas à la sérialité, si bien que vous allez être condamné, en tout cas vous êtes possiblement condamné à la même peine, que vous ayez agressé un enfant, ou là, en l'occurrence, 299 enfants. Et alors bien sûr, vous me direz, est-ce qu'une décision judiciaire doit avoir aussi valeur de symbole ? Nous sommes dans un procès au sens strict extraordinaire, et il aurait été intéressant que cette rétention de sûreté soit prononcée pour une chose, c'est simplement pour que la cour criminelle dise: j'ai entendu les experts psychologues, les experts psychiatres qui, tour à tour, ont défilé à la barre et ont pu raconter la dangerosité de Joël Le Squarnec. Et malheureusement, les aveux qu'il a pu faire ont quelque peu gommé cette dangerosité et ont donné cette décision qui a bien sûr suscité la peine et la colère des victimes. Est-ce qu'il va suivre des soins, Joël Le Squarnec, et plus largement, est-ce que ça se soigne, la pédocriminalité ? Alors là, c'est effectivement une grande question qui noircit beaucoup de pages dans le monde médical, psychiatrique et psychologique, à savoir, est-ce que un pédocriminel et est-ce que quelqu'un qui a une déviance de ce type peut se soigner et peut évoluer. Alors des évolutions, oui, il y en a eu et il est possible d'en avoir. Est-ce que par contre, véritablement, on peut guérir d'un attrait sexuel à la minorité? Aujourd'hui, en tout cas, les experts semblent dire que non. Donc c'est évidemment des profils à surveiller de façon accrue. Simplement, en même temps, et là c'est vrai qu'on peut aussi comprendre la cour criminelle, la justice ne peut pas tout. Donc elle a voulu être au rendez-vous, elle l'a été. Pas totalement, puisque comme je vous l'ai dit avec la rétention de sûreté, il y a eu une vraie déception, mais c'est vrai que ce n'est pas à la justice de tout régler, et il est bien évident que c'est aussi à la société tout entière de se dire est-ce qu'on peut pas
réfléchir aux solutions et aux options qui pourraient être mises en place pour éviter justement que des personnes deviennent et passent à l'acte et deviennent pédocriminels. Quelles options pourraient être facilement mises en place? Je sais qu'il y a un dispositif, je ne sais pas s'il fonctionne bien, c'est le dispositif des boîtes à lettres papillons. Ça a été mis en place il y a, je crois, 1 an par un policier lui-même, victime d'inceste. Ça permet à des enfants, par écrit, de transmettre ce qui leur arrive. Des remontées de terrain qu'on peut avoir, les enfants de cette génération semblent de plus en plus quand même mieux armés, mieux informés quant aux dangers de la pédocriminalité et donc libèrent leurs paroles. Mais attention, les enfants ont toujours parlé et en tout temps. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on les écoute? Exactement. Et est-ce qu'on va agir face à ça? Alors, de fait, la société, évidemment, a évolué ces dernières années, mais il faut que ça continue parce que l'invisibilisation des violences sexuelles faites aux mineurs reste quand même très prégnante. Et donc, c'est vrai que, à mon sens, il faut parler dans les écoles, il faut que les médecins de famille, les psychologues, les psychiatres hésitent beaucoup moins à parler et à demander aux victimes. Et là, il y a des exemples très précis, même dans ce dossier-là, où des victimes avaient des lésions, même physiques, et disent, mais si le médecin, en voyant ça, m'avait dit, mais est-ce qu'on t'a fait du mal? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Simplement cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait parlé. Et pourquoi finalement, quel est le frein? Il y a un vrai déni. Il y a un vrai déni sociétal à vouloir s'emparer de ces sujets-là, parce que très anxiogène, parce que ça nous ramène tous à notre propre enfance, à nos propres fragilités ou à nos propres histoires. Et donc, c'est ce déni-là qu'il faut travailler. Et le procès Le Squarnec, à mon sens, a fait la lumière sur la catastrophe que ça peut donner quand on est sur un déni tout à la fois familial et institutionnel. Le ministre de la Santé, la semaine dernière, a promis d'agir avec le ministre de la Justice pour que plus jamais, je le cite, on ne puisse se retrouver à avoir exposé des patients, des enfants vulnérables à des prédateurs sexuels. Vous attendez des réponses rapides des ministères et de la Santé et de la Justice? Je crois qu'ils veulent rencontrer prochainement les victimes, il me semble. Alors, si vous voulez, mais comme tous les avocats qui sont dans la pédocriminalité, je pense qu'on vous ferait tous la même réponse. Nous, ça fait 15 ans que vous actionnez les sonnettes d'alarme. Qu'on voit les politiques se dire qu'ils vont s'emparer des sujets. Évidemment qu'on y sera attentif et que c'est heureux que ce ministre ait proposé de rencontrer les victimes. Et bien évidemment qu'on a tous envie que des leçons soient tirées de ce procès. Voilà. Merci Laure Boutron-Marmion. Je rappelle que vous étiez dans ce dossier l'avocate de l'association Face à l'inceste. Merci d'avoir été avec nous. Alain Delon, si Alain Delon nous a quittés un 18 août 2024, il reste toujours très présent dans les cœurs et dans les mémoires. À Cannes, une exposition lui est consacrée, des clichés emblématiques. Je vous propose d'écouter sa fille Anouchka qui a inauguré cette exposition à voir jusqu'au 13 juin. Et puis on se retrouve ensuite avec Laurence Piot, la journaliste qui a mené l'enquête sur les derniers jours de l'acteur. Il a dit un jour, le public aimait me voir un flingue à la main, mourir à la fin. La mort, c'est ce qui fait les héros. Mais quel héros serait-il sans toutes ces merveilleuses héroïnes qui ont partagé l'affiche avec lui? Annie Girardot, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Romy Schneider, Monica Vitti et toutes les autres. Et on porte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Bonjour Laurence Piot, vous êtes co-auteur de ce livre qui vient de sortir, que j'ai dans les mains, qu'on va montrer à l'écran, Les derniers jours du samouraï. Vous co-signez avec le journaliste François Vignol, Solitude à Douchy, Secret de famille, pardon, déchirement du clan Delon sur l'héritage, l'enquête inédite. Il restait beaucoup de mystères à résoudre autour de Alain Delon, c'est pour ça que vous avez mené l'enquête? Oui,
On a eu envie avec François Vignol d'écrire ce livre, d'abord parce que c'est la dernière icône, avec Brigitte Bardot. Ensuite, parce que toute proportion gardée, on a une phrase à la fin du livre qui raconte que finalement il a eu de la vie de personne et d'une certaine façon la fin de tout le monde. C'est l'histoire d'une fin de vie. Alors évidemment, pas n'importe qui, avec beaucoup d'argent et de demande d'amour en jeu. Et puis il s'est passé à Douchy, dans cet endroit très préservé, ce qu'on pourrait appeler une tragédie grecque, c'est-à-dire que Alain Delon a payé en fait tous ses secrets, toutes ses ambiguïtés, et on est dans ces mois-là, dans ces semaines-là, dans une espèce de demande, enfin de course à l'amour paternel, et où chacun veut retrouver un peu sa place sur la photo, à la fois les enfants et puis aussi Hiromi Rollin qui veut retrouver sa place de compagne. Absolument. Peut-être que l'un des premiers mystères, je dirais, c'est celui d'Hiromi Rollin, que le grand public a découvert. Elle a été présentée comme compagne, puis comme dame de compagnie. Vous l'avez rencontrée, hein ? Oui. Elle vous a parlé ? Oui, très longuement. Vous êtes les premiers journalistes à qui elle parle, non ? Alors, auquel elle parle aussi longuement, oui. Elle s'est exprimée en télé sur France 2, mais d'abord ça lui fait mal de parler, ça lui fait mal de revivre tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui très abîmé par tout ce qui s'est passé, et puis elle avait envie, et elle a encore envie de défendre en fait sa place, de défendre son histoire, de défendre leur histoire, et de raconter sa version de l'histoire. En fait, il y a dans tout cet épisode, il n'y a pas une vérité, il y a évidemment des vérités, et la vérité d'Hiromi Rollin, oui, elle a envie de la faire entendre. Hiromi Rollin, on peut dire vraiment que c'était la compagne d'Alain Delon. En lisant votre livre, Alain Fabien, le fils d'Alain Delon, le confirme. Il le dit pour la première fois dans le livre. Il le dit, c'était sa compagne, point. Lui a le sentiment de s'être laissé un peu entraîner dans tout ça. Il a été beaucoup au contact d'Hiromi Rollin parce qu'elle vivait avec Alain Delon quand il était petit. C'est une histoire qui remonte à quand, en fait, cette histoire d'amour ? Alors, il se rencontre en 1989 sur le Dancing Machine. Elle est assistante de production. Une relation va se nouer entre les deux. Il y aura des hauts, des bas, des séparations aussi qui dureront plusieurs années, mais ils vont jamais se perdre de vue. Et en 2006, elle emménage à Douchy. Donc quand elle part en 2023, ça fait 17 ans qu'elle vit dans cet endroit. Qui est sa maison aussi, c'est ça ? Qui est sa maison. Et au-delà d'Alain Fabien Delon, on reproduit dans le livre, on évoque dans le livre les 2 dernières dépositions d'Alain Delon qui ont été faites à Douchy après l'expulsion d'Hiromi Rollin, et lui-même le dit. Il dit, il y a eu une forme d'amour, il y a eu des sentiments, il y a eu des hauts, des bas. Lui-même le dit. Donc. Et on se rappelle, cette femme a été expulsée. Vous retracez cette histoire d'expulsion tout à fait violente d'Hiromi Rollin. C'est quelqu'un aussi qui, dans les alentours de Douchy, dont Douchy, c'est cette propriété qu'avait Alain Delon, dans le Loiret. Tout le monde les connaissait ensemble, partageant leur vie, partageant un quotidien. Oui, partageant un quotidien. Ils vont ensemble dans les restos, ils fêtent les Saint-Valentin ensemble, ils ont quelques amis autour, et puis Hiromi Rollin, elle est alors voilà, on disait c'était une relation de haut et de bas, mais elle est aussi infirmière, elle est aussi chauffeur, elle est aussi maîtresse gestionnaire du domaine. Oui, elle gère le domaine. C'est elle qui l'emmène en Suisse, 5 heures de voiture pour aller faire ses soins. Elle est un peu tout ça à la fois, et comme Alain Delon le dit dans sa déposition, il y a des moments où on a été plus proche que d'autres. C'est la compagne d'un homme qui a 88 ans. Mais oui, elle partage sa vie. Et au fur et à mesure qu'Alain Delon va décliner, elle va effectivement réclamer sa place, réclamer le mariage. Et ce que les enfants et les employés diront qu'elle devient autoritaire. Ils n'ont pas du tout l'habitude et ils n'ont pas du tout envie de voir leur père comme ça à côté d'une femme autoritaire. Et il va y avoir aussi une espèce de grande méprise, c'est-à-dire qu'Alain Delon n'a jamais dit clairement à ses enfants quelle est sa compagne. Et quand il va à Paris, elle reste à Douchy, il a sa vie à Paris, il voit ses enfants. C'est un homme qui cloisonne sa vie et qui donne des versions différentes. C'est tout selon c'est toute l'ambiguïté de cet acteur. Oui. On plonge dans ce livre aussi dans cette guerre que se sont menés les enfants. Vous parlez de Douchy comme un nid d'espions. La guerre entre eux, vous diriez d'abord, parce qu'on va parler un petit peu d'argent, c'est d'abord une histoire de gros sous, c'est
plutôt une histoire d'amour, de désamour? Non, je pense que c'est d'abord et avant tout une histoire d'amour, de désamour. D'abord, Anthony Delon l'a dit assez rapidement, il y a pas de querelle sur l'argent. C'est-à-dire que Alain Delon a dit à ses enfants, ce sera 50 pour Anouchka, la quotité disponible, on peut privilégier un enfant, ce sera 25 pour chacun de mes fils. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a effectivement une volonté de se rapprocher du père à partir de 2019, qui est une année charnière, parce que c'est là où Alain Delon fait un AVC, et c'est là où tout le monde réalise qu'il est mortel, et où les enfants vont se rapprocher du père, particulièrement les deux fils, et où Hiromi Rollin va se battre, va se rendre compte qu'elle n'a aucun allié dans la famille et va se battre pour être reconnue comme compagne d'Alain Delon. Mais dans cette dernière année à Douchy, où une fois Hiromi expulsé, Alain-Fabien Delon va devenir la personne de confiance de son père en France. En Suisse, c'est toujours Anouchka, et il va voir ça comme une vraie reconnaissance. Et une réparation, c'est ça, vont essayer de réparer les choses et de se dire des choses, et c'est aussi valable pour Anthony Delon, qui a publié un livre au Vitriol en 2022, mais qui a réglé tous ses problèmes, dit-il, avec son père. Une des révélations du livre, c'est qu'on apprend l'existence d'un second héritage en faveur d'Anouchka. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit du droit moral, c'est-à-dire qu'il y a ce testament de 2015 où tout le monde a été mis au courant, et puis en 2022, Alain Delon ajoute 4 pages, ce que nous on a appelé dans le livre le deuxième testament, 4 pages au testament de 2015, et il donne le droit moral à Anouchka Delon. Et ses deux frères vont le découvrir en septembre 2024, quand Alain Delon est décédé, après la mort d'Alain Delon, et ça va être très violent, parce que l'avocat d'Anthony Delon nous dit qu'il a été extrêmement blessé, ce qui est normal, il l'a confirmé d'ailleurs depuis. C'est une blessure parce que en fait, il institue Anouchka Delon comme la gardienne de la mémoire. La gardienne du temple, Alain Delon, c'est ça que ça veut dire. Absolument. Donc, c'est une étape de plus dans la confiance énorme. En même temps, c'est la continuité d'une histoire. Il a préféré sa fille par rapport à ses fils, Alain Delon, quand même, tout au long de sa vie. En fait, il y a une espèce de mémoire transgénérationnelle, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la famille Delon, par exemple, sa mère, elle adorait les garçons, elle n'aimait pas les filles. Et ben lui, il fera pareil, sauf que lui, il adorait les filles et pas les garçons. Il y a aucun souci pour affirmer ouvertement une préférence pour un enfant ou l'autre, tout en, comme dit Alain Fabien, tout en leur coupant les ailes aussi, avec des initiales qui sont les mêmes que lui. Oui, qu'il faut peser sur eux quelque chose de la mémoire ou de l'héritage d'Alain Delon. Ils ont tous ces fameuses initiales A et D. C'est ça, A et D, ce qui peut poser quand même certains problèmes juridiques avec Anthony Delon quand il a lancé sa marque de vêtements AD, de blouson de cuir. Son père l'a poursuivi en justice. Ce sera la même chose pour Alain Fabien, Anouchka, voilà, sur s'ils veulent se lancer dans des domaines qui sont des domaines réservés du père. Alors, avec les initiales. Ce sont les 3 enfants officiels. On connaissait un peu l'existence d'Harry Boulogne, qui a été un enfant. Alors, ça a toujours été démenti par Alain Delon. Oui, fortement, mais Harry Boulogne donc serait l'enfant d'Alain Delon avec la chanteuse Nico, une chanteuse d'origine allemande, chanteuse du groupe Velvet Underground. Néanmoins, ce Harry a été élevé par la mère d'Alain Delon. Mais il y aurait une fille cachée, c'est ça ? Alors, c'est dans un chapitre qui est consacré aux légendes et à la façon dont Alain Delon a construit sa légende, s'est inventé parfois un passé. Donc on y va très très précautionneusement. Il semblerait que certains compagnons d'Indochine soient rentrés de la guerre après Alain Delon et lui est avoué qu'une prostituée avec qui il avait une liaison avait eu une fille. Et il en a parlé avec Hiromi Rollin, Alain Delon. Et en fait, il est pas parti à sa recherche, il a espéré qu'elle se manifeste parce qu'il a explosé très vite. À l'âge de 20 ans, il a explosé. La grosse carrière d'Alain Delon, vraiment, les films mythiques, c'est de 20 à 30 ans. Et il pensait que, étant célèbre, notamment en Asie, elle serait venue vers lui, cette femme qui a eu 7 enfants, et aurait cherché à renouer le contact et à lui présenter. Donc il a attendu, il s'est rien passé. Il a pensé qu'elles étaient mortes pendant la guerre la guerre après la guerre d'Indochine. Et on ne sait pas, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est une réalité ?
très franchement, on n'a pas de sentiment sur le sujet, tout est au conditionnel, on est extrêmement prudent. Comment les enfants d'Alain Delon, vous avez rencontré, alors les fils, mais pas Anouchka, il me semble, ont pris votre projet et ce livre? Est-ce que vous avez déjà eu des réactions? Alors pour l'instant non, juste une réaction d'Anthony Delon qui a dit que l'enquête était respectable et qu'il n'y avait pas une vérité et des vérités. C'est précisément pour ça qu'on a fait ce livre. En tout cas, ils n'ont pas mis de bâton dans les roues. Alors ils ont été très difficiles à convaincre. Oui. C'est François Vignol, le co-auteur du livre, qui a interviewé Alain Fabien et Anthony. Moi j'ai interviewé Hiromi, qui a été aussi très difficile à convaincre. Voilà, ça a été l'objet de beaucoup de négociations. Quels étaient les arguments, d'après vous, qui ont marqué justement les frères Delon de vous parler et de revenir sur ces déchirements? Je pense que c'est une histoire qui est comme toutes les histoires qui suivent la mort d'un parent et une guerre d'héritage qui remonte des choses en chacun d'entre nous assez insensées. Il y a toujours une tristesse et une volonté de défendre sa vérité justement. C'est quand même, on les a vus se déchirer. C'est aussi la première guerre d'héritage sur Insta, hein. Il s'est passé des choses incroyables avec des enregistrements diffusés comme ça, un enregistrement diffusé sur Insta, réalisé à l'insu des intéressés. C'est beaucoup de violence et c'est beaucoup d'amour. Au vu et au su de tous. Hein. Et c'est oui, une envie de dire ça s'est pas passé comme on l'a vu. Moi, j'ai été réduit à quelqu'un qui voulait de l'argent. Par exemple, Anthony Delon, à un moment donné, la défense d'Anouchka Delon disait oui, on va pas soigner un cancer avec une machine à jus. C'est beaucoup moins caricatural que ça. Il a jamais voulu soigner avec une machine à jus. Il a dit on pourrait essayer des choses parce que mon père subit un traitement qui lui abîme les reins, mais ça veut pas dire qu'il s'est opposé à tout le reste. Vous voyez, c'était une volonté, Alain Fabien Delon aussi, de dire moi j'ai été son aidant et ça a été dur et on s'est reparlé. Anouchka Delon, c'est son avocat Franck Berton qui nous a parlé, qui nous a donné sa vérité. On a la vérité des 3 voire des 4 protagonistes de l'histoire à travers Hiromi Rollin. Et voilà, chacun défend en fait quelle a été sa position. Et il y a une chose qui me semble importante de dire vraiment, c'est que les uns et les autres, et je parle des 3 enfants d'Alain Delon, ont agi avec la volonté du père. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous dit une phrase très juste dans le livre en disant Alain Delon avait la même disait la vérité quand il disait à Anouchka, vire-moi la japonaise, pardon, pour parler comme on parlait d'Hiromi Rollin. C'était des mots qu'on il avait il a la même force de persuasion que quand il disait à Hiromi Rollin, je vais t'épouser. C'est quelqu'un qui disait tout et son contraire, et de là vient l'extraordinaire méprise de toute cette histoire. C'est-à-dire qu'il disait avec une telle conviction, voilà, que tout le monde pensait que c'était cette vérité-là, c'était une vérité parmi tant d'autres, celle qu'il arrangeait à ce moment-là, et les enfants ont pensé jusqu'au bout, en agissant ainsi, faire le bien de leur père. Il y a effectivement cette phrase qui peut-être éclaire tout ce qui s'est passé. Il a dit, Alain Delon, je suis capable du meilleur comme du pire, et dans le pire, je suis le meilleur. Oui. Il le dit au producteur de télé Cyril Viguier, qui est un de ses meilleurs amis, peut-être son meilleur ami. Depuis 40 ans. Cette phrase, elle éclaire c'est cette phrase qui éclaire tout ce qui s'est passé, les relations entre les uns et les autres, les méprises, la violence. Exactement, oui, le pire comme le meilleur. C'est vrai qu'on retient, on a tous en tête un Alain Delon très dur, très cassant, très violent même, hein, avec ses fils. Mais c'est vrai qu'on a découvert avec François Vignol un Delon un peu inattendu. Il y avait le Delon de Paris, qui était le Delon avec toutes ses postures deloniennes qu'on connaît, qui avait sa vie effectivement à Paris. Oui. Et puis un Delon à Douchy qui était lequel qui était capable, qui était un fou de nature, un fou d'animaux. Il faisait la guerre aux chasseurs, hein, il menaçait de leur tirer dessus, qui était capable de s'émerveiller devant un arbre, de guetter à Douchy le rouge-gorge qui venait sur son épaule pour le nourrir, qu'il avait apprivoisé. C'est vachement dur, apprivoiser un rouge-gorge. Et puis on nous a montré des photos drôles. Un Delon qui se moquait de lui-même aussi, qui répétait à table la fameuse scène d'Astérix qui a été beaucoup diffusée au moment de sa mort, qu'il avait fait connaître aux enfants, et qui est vraiment une tirade où il se moquait de lui-même. Donc
voilà, c'est un Delon un peu inattendu qui est allé se présenter au jeune charcutier de Douchy quand il est arrivé en disant, vous savez, de Triguères, vous savez, moi aussi, j'ai un CAP de charcutier. C'est assez désarçonnant. Mais c'est un homme qui avait 1000 visages, 1000 vérités. Alain Fabien le dit d'ailleurs dans le livre. Effectivement, on découvre à travers ce livre le Alain Delon de Douchy qui va prendre le café avec les gens du coin, qui va partager un repas du dimanche. C'est une enquête de plus de 80 témoignages, oui. C'est ça. Oui. Les derniers jours du samouraï, quand on aime Alain Delon, c'est assez passionnant à lire. Merci beaucoup, Laurence Piot. Vous co-signez ce livre avec François Vignol et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et puis demain, vous retrouvez en direct Vincent Roux, manette de l'émission. Il recevra Éric Ciotti. Bon après-midi sur le Figaro TV et à très bientôt.